Deuxième partie de cette soirée de débat. Bienvenue si vous nous rejoignez. Dans quelques jours, vous le savez, vous allez voter pour élire vos députés. Et France 3 Auvergne, en partenariat avec France Bleu Pays d'Auvergne et La Montagne, vont vous aider à faire votre choix. Un débat par circonscription, et ce jusqu'au jour J. Aujourd'hui, on va zoomer sur la deuxième circonscription de la Haute-Loire. Là-bas, 11 candidats, vous l'imaginez, ne sont pas tous avec nous. Mais avec nous ce soir, Azelma Sigaud déjà. Bonsoir. Bonsoir. Vous représentez l'Union de la gauche, vous vous présentez sur la bannière NUPES. On rappelle ce que veut dire NUPES, Nouvelle Union populaire, écologique et sociale. Christian Allègre de Renaissance, bonsoir. Thierry Pérez, bonsoir. Vous représentez le Rassemblement national. Et enfin, le député sortant Jean-Pierre Vigier, bonsoir. Bonsoir. Candidat Les Républicains. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Alors avant de commencer ce débat, ça va de soi, on va quand même rapidement présenter cette circonscription, la deuxième de la Haute-Loire. Donc regardez géographiquement, on est à l'ouest du département, un peu plus de 97 000 habitants, 176 communes, dont Brioude tout au nord. Alors maintenant, en guise de présentation, je vais vous poser une première question. La réponse, je pense, sera représentative de votre personnalité. Si vous étiez élu, quel projet aimeriez-vous porter à l'Assemblée? Vous avez 30 secondes chacun, petit tour de table. Azelma Sigaud, vous allez commencer. Alors, il y a énormément de mesures que j'aimerais porter à l'Assemblée, notamment le SMIC à 1 500 €, la retraite à 60 ans avec 40 annuités. Mais s'il y avait vraiment une loi que je voudrais mettre en avant, c'est en fait de demander la mise en place d'un référendum pour investir une assemblée constituante pour passer à la 6e République. Nous, on veut en finir avec la 5e République, on veut en finir avec le vieux monde, qui est représenté d'ailleurs ici par mes adversaires. Nous, on veut passer à autre chose. On veut plus de démocratie participative, un référendum d'initiative citoyenne, la reconnaissance du vote blanc. Voilà, toutes ces choses-là. Merci, vous avez écoulé votre temps. Le vieux monde ne manquera pas de faire réagir sur ce plateau. Thierry Pérez, c'est à vous. Alors, à l'Assemblée nationale, je souhaiterais porter un projet, alors spécifiquement sur la Haute-Loire, un projet autour du développement du localisme. Parce que vous savez que c'est un sujet qui nous tient beaucoup à cœur au Rassemblement national, produire et consommer au plus près de là où nous sommes. Et ce localisme permettra de développer les points forts de notre département, que sont l'agriculture et la filière bois et le tourisme. Merci. Jean-Pierre Vigier, même question. Moi, je veux tout simplement faire de la ruralité une grande cause nationale. Notre circonscription, notre ruralité, c'est 20% des habitants sur 80% du territoire et on participe tout simplement à l'équilibre national. Et nous avons des spécificités du territoire qu'il faut développer, avec 2 piliers, les infrastructures routières et ferroviaires et la couverture numérique. Alors justement, le transport, ça tombe bien, ce sera un de nos thèmes. Christian Allègre, c'est à vous. Alors, dans le cadre de la ruralité, moi, je porterai une loi concernant le vieillissement, parce que ça concerne absolument tout le monde. Et demain, après-demain, nous y serons confrontés. Il est important, et dans les milieux ruraux, il y a beaucoup de personnes âgées, malgré tout, des gens qui ont vécu dans des grandes villes et qui viennent terminer leur carrière souvent dans leur lieu de naissance. Et je pense que ce vieillissement doit être pris en considération sur tous ces aspects. Merci pour ces réponses qui permettent, je l'espère certainement aux téléspectateurs, de mieux comprendre ce qui vous anime. Alors maintenant, on va passer à la première thématique de ce débat, les services publics et les transports. Alors on a fait plusieurs reportages d'abord concernant les fermetures de classes. On va en parler rapidement. Des parents en colère, des enseignants qui sont dans l'incompréhension. Est-ce qu'il y a quelque chose à rectifier? Azelma Sigaud? Tout à fait. Il faut renforcer de toute façon les services publics, mais en particulier l'éducation, l'enseignement, l'instruction des enfants. C'est vrai qu'il y a par exemple la fermeture d'une classe à Coade, par exemple, qui anime, qui agace, et on comprend les parents d'élèves que j'ai rencontrés d'ailleurs à ce titre, parce qu'il y a un problème de quota. À 2 élèves près, en fait, l'académie veut supprimer cette classe. Le problème, c'est qu'il y a une concentration des classes. Par exemple, il y a un regroupement de 6
écoles de Brioude en un seul établissement. Et on fait ça pour tout, en fait. Et on fait ça non seulement pour les écoles, où il y a un problème aussi d'affectation des professeurs, mais aussi pour les services publics comme la Poste, où on va faire en sorte que les bureaux de poste soient transformés en agences postales qui sont en fait dans des mairies. Et on va privatiser un petit peu tous les services publics. La santé, c'est pareil, il y a le privé qui rentre dans le public, avec l'IRM notamment, qui est en fait du privé. Il y a aussi l'EHPAD au Puy, qui est détenu en partie par le groupe Corian. Donc on voit qu'en fait, c'est une destruction des services publics, mais de façon insidieuse. Alors, quelle est votre solution ? Alors nous, on veut renforcer ces services publics, on va mettre plus d'argent là-dedans. On veut en fait redistribuer la richesse et faire en sorte que les gens, surtout dans les milieux ruraux sur le territoire, puissent accéder à des services publics beaucoup plus proches de chez eux. On sait qu'il y a aussi beaucoup de personnes âgées qui ont du mal à se déplacer. Donc c'est aussi renforcer les transports en commun, renforcer les lignes ferroviaires, les bus, et surtout la santé. Les transports, on va en parler sur cette problématique des services publics. Une réaction peut-être, Jean-Pierre Vigier. Oui, vous avez parlé de l'école. L'école, c'est la vie sur nos territoires. Et je me suis battu pour maintenir les classes dans les écoles. Et moi, la proposition que je fais, notamment en milieu rural, vous savez, dans les petites communes, avec des petites écoles et des classes, il suffit qu'une famille parte avec 3 enfants et on passe en dessous le seuil de fermeture. Et l'année d'après, une famille arrive, mais le seuil est beaucoup plus haut et la classe est fermée. Donc ce que je propose, c'est qu'on regarde sur 3-4 ans. Bien évidemment, si les effectifs plongent fortement, ça sera compliqué de garder la classe. Mais souvent, avec une famille qui arrive, on garde la classe et ça, c'est important. Sur les transports, c'est déterminant sur cette belle circonscription avec la nationale 102 et la nationale 88, où il y a des efforts importants qui ont été faits. On va venir à la thématique des transports juste après. Je voulais juste qu'on termine sur la problématique des écoles pour que d'autres puissent réagir. Monsieur Pérez ? Oui, alors moi je crois qu'il faut véritablement un moratoire sur les fermetures de classes. L'éducation nationale est un élément fondamental et fondateur de notre pays, de notre République. Ça n'est pas une variable d'ajustement. On n'a pas à raisonner l'école en termes de rentabilité économique, parce que finalement, fermer une classe, c'est dire quoi ? C'est dire c'est pas suffisamment rentable d'avoir une classe avec 16, 18 ou 20 élèves. Il en faut beaucoup plus pour que ce soit rentable. Cette notion de rentabilité, elle est terrible, je trouve. D'abord parce qu'elle est extrêmement nuisible pour nos concitoyens qui en pâtissent. Alors, quelle solution proposez-vous ? Un moratoire sur les fermetures de classes. Vous êtes d'accord, Christian Allègre ? Alors certes, pour un moratoire peut-être, mais j'insiste beaucoup sur l'enseignement. Il en va de l'avenir de notre pays. Et moi-même, à titre personnel, j'interviens régulièrement pour apporter une parole civique, une parole de mémoire, une parole d'histoire pour nos enfants. Alors c'est vrai que les fermetures, c'est des systèmes très très compliqués, mais j'ai le sentiment que c'est quand même pris à bras-le-corps par nos inspections académiques. Vous avez l'impression que votre parti, qui est au pouvoir depuis 5 ans, a fait c'est pas toujours du ressort des élus. C'est surtout du ressort de l'État et du ressort de l'administration. Il y a un point où je voudrais insister, c'est le secteur privé, qui est parfois décrié, mais à tort. Et on peut constater autour de nous que le privé, bénéficie d'un label tout à fait honorable. Et que beaucoup d'enseignants dans le milieu... Donc ça veut dire que le public ne fonctionne pas, donc on va se tourner vers le privé ? Il y a des difficultés dans le public. Et ces difficultés, c'est à nous à les prendre à bras le corps. Et que beaucoup d'enseignants qui prônent le public mettent leurs enfants dans le privé. Donc c'est ce privé qui est quand même important. Si je peux me permettre, renforcer le privé, ça crée des inégalités en fait entre les enfants selon d'où ils viennent. Parce que le privé, on sait, c'est beaucoup plus de coûts, c'est pas les mêmes niveaux aussi d'exigence. Et on le voit aussi avec Parcoursup, par exemple. On va encourager, on va discriminer en fait les étudiants en fonction de là d'où ils viennent. Et donc pour moi, il faut au contraire de passer au privé, il faut renforcer les services publics, les écoles publiques et faire en sorte qu'il y ait moins d'élèves aussi par classe. Nous, on demande 19 élèves par classe. Actuellement, au lycée Lafayette à Brioude, il y a entre 36 et 39 élèves par classe. Une réaction, Jean-Pierre Vigier. J'étais maire dans une ancienne ville de petite commune de la Vauchillac. Il faut traiter sur le même pied d'égalité l'école publique et l'école privée.
une commune de 300 habitants, on a 2 écoles, une école publique et une école privée, qui travaillent parfaitement ensemble, et la complémentarité des deux renforce les 2 écoles. Et on se doit, sur ces territoires ruraux fragiles, de maintenir les écoles publiques et les écoles privées. Sur les services, qui est très important, je n'ai pas pu m'exprimer, c'est vraiment important, en milieu rural, d'avoir un service de qualité et de proximité. Je vous rappelle simplement qu'on s'est battu pour obtenir le scanner et l'IRM sur l'hôpital de Brioude, sinon cet hôpital aurait eu un avenir très sombre. Et puis, ce qui est très important, surtout pour les personnes âgées, c'est d'avoir des maisons de service au public, mais qu'on mutualise, mais qui soient construites entre les élus et les services. Moi, je le vois sur certains secteurs où, dans une maison de service public, le cœur du réacteur, c'est le secrétariat de mairie, avec l'office de tourisme, avec la CPAM et les différents services. Au cœur des petites communes, on peut maintenir ce service de qualité et de proximité auprès des habitants. Et c'est grâce à ces services qu'on apporte à la fois aux habitants, mais qui nous permet aussi d'accueillir peut-être des personnes âgées qui viennent des villes, qui ne veulent plus rester en ville, ou, très important pour nos écoles, des familles avec des enfants. Le service apporté à la population au plus près de nos habitants est vraiment très important. Je crois... Une réaction rapide peut-être, Monsieur Pérez, et après Madame. Écoutez, je crois que, et vous êtes co-responsable, puisque vous gouvernez le pays depuis maintenant un certain nombre d'années, je crois que vous avez fait une grosse erreur et vous continuerez à la faire, à mon avis. C'est que vous avez incité au développement des grandes villes. Au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes, beaucoup de moyens sont mis sur les grandes agglomérations au détriment des zones rurales et des zones plus clairsemées. Et ça, c'est une politique que vous menez depuis des années et des années. Excusez-moi, mais c'est totalement faux. Écoutez, j'en apporterai la preuve. Écoutez, on voit bien le surdéveloppement des grandes agglomérations de la région au détriment des autres. Madame Sigaud. Oui, par rapport, je pense que M. Vigier, avec tout le respect que je vous dois, je pense que vous attribuez beaucoup de mérites que vous n'avez pas forcément. C'est-à-dire le scanner et l'IRM, c'est pas forcément de votre fait, c'est aussi le travail des associations et des militants. C'est la mobilisation qui a permis ces avancées-là. Et on souhaite un IRM public et non pas privé. Ensuite, pour vous parler des maisons France Service, c'est très bien. Simplement, vous centralisez en fait les services publics existants, ce qui fait que vous allez casser les services publics, vous allez faire en sorte qu'il y ait des gens qui n'aient plus d'emploi et les services seront moins spécialisés, on pourra moins répondre aux demandes des personnes. Donc ça, c'est un gros problème. Une réponse. Sigaud, vous ne connaissez pas le territoire. Mais j'y habite depuis longtemps, en fait. Vous ne connaissez pas le territoire. Sur des communes, ces services ont totalement disparu, pris individuellement. Et ils reviennent grâce à une mutualisation dans les maisons de services. Et, M. Pérez, je ne peux pas vous laisser dire ça. Regardez ce qu'a fait la région dans le cadre notamment des nouveaux contrats qui ont été mis en place. Et je vous les cite. Contrat Ambition Région, bonus ruralité, où tous les territoires ruraux, toutes les communes, demandez aux maires, de droite, de gauche, ils ont tous été aidés par la région pour réaliser des projets d'aménagement sur ces territoires fragiles. L'ancienne région ne l'a jamais fait. Il y a vraiment une aide très forte, et c'est unanime, sur l'ensemble des territoires où la ruralité a été très, très, très fortement aidée par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et ça, c'est la réalité de terrain. Alors, il ne me semble pas qu'il y ait beaucoup de médecins à la Vouchillac. Je suis désolé, mais vous n'êtes vraiment pas renseigné parce qu'il y a un médecin qui va me faire une permanence. Donc il me semble que quand on parle d'un territoire, on doit le connaître, on doit vivre dessus et on doit être ancré dessus. La moindre chose, c'est de parler de sujets, de thématiques que l'on connaît. Vous êtes en train de dire que Mme Sigaud n'y habite pas, parce que c'est le cas, elle y habite, c'est ça? Depuis 7 ans. Je ne parle pas d'une personne en particulier, je fais un commentaire tout simplement. Très bien, un autre commentaire. Alors, moi j'insisterai sur un point qui me choque beaucoup, c'est que la région s'attribue tous les bénéfices, quels qu'ils soient, au niveau de la ruralité. Alors cette ruralité, on en entend à toutes les sauces, hein. Et moi je trouve que cette ruralité, elle est dévoyée, notamment par la région, qui n'apporte pas ou qui s'attribue tous les bénéfices, parce que c'est souvent l'État qui paye et que la région vient en complémentarité. Et cette région, je dirais sur la Haute-Loire, et si je suis là aujourd'hui, j'insiste beaucoup, c'est que c'est une chape de plomb sur la Haute-Loire et que l'État est quand même prioritaire et que la région s'attribue tous les bénéfices alors que c'est l'État qui finance l'essentiel. Et ça, c'est important. Je voudrais juste répondre 30 secondes. Première, les dernières élections régionales, 73%
de notre liste à gagner cette élection. Et deuxième chose, je prends un autre exemple concret. Le contournement d'Arvan, que tout le monde connaît, sur la 102, 40 ans pour l'obtenir. C'est un projet Alors justement, parlons des transports. de 60 millions d'euros. Il y a 40 millions d'euros de l'État qui est une compétence État. Si la région n'avait pas mis 20 millions d'euros, on pourrait encore attendre 40 ans pour avoir ce contournement. Et je note que dans le nouveau gouvernement, où est passé le ministre des Transports ? Il n'y en a plus. Où est passé le secrétaire d'État à la ruralité ? Il n'y en a plus. Le tourisme Il y a non plus. le tourisme non plus. Il y a un total abandon aujourd'hui du nouveau gouvernement sur les territoires ruraux. Une réponse par rapport au transport, Monsieur Pérez ? Je crois qu'effectivement, il faut, mais ça fait des années et des années que ça dure, désenclaver cette région, augmenter et améliorer les lignes secondaires ferroviaires et... je crois, pour en avoir discuté avec quelques habitants, beaucoup de problèmes aussi dans les autocars interurbains, dont les fréquences et les horaires qui ont été retenus certainement pour des raisons... C'est des problèmes qui nous sont revenus, effectivement. Voilà, ne sont pas adaptés pour tout un tas de gens qui souhaiteraient se déplacer autrement qu'en voiture. Discuter avec tous les acteurs locaux pour remettre tout ça à plat et le faire de manière pragmatique avec les besoins réels des habitants et pas... de manière théorique sur un tableau Excel dans une administration. Sur la thématique des transports, on entend beaucoup de choses autour des voitures. Peut-être que vous avez d'autres propositions, Azelma Sigo ? Alors on parlait par exemple de la déviation, c'est très bien, j'ai rien contre les déviations à partir du moment où bien sûr où on étudie le territoire, les conséquences écologiques, etc. Mais je n'ai rien contre a priori, simplement on parle de dynamisme en Haute-Loire, mais si on fait une déviation, on fait en sorte que les gens puissent circuler, c'est-à-dire payer leur essence, mais aussi emprunter des transports en commun et des transports publics. Donc nous, on est vraiment pour renforcer notamment le fret ferroviaire et le ferroviaire aussi pour les usagers, mais pour le transport des marchandises par exemple, il faut quand même savoir que ça coûte moins cher de renforcer les lignes de train que les routes. C'est 1 million d'euros pour 10 km de rail, c'est 10 millions d'euros pour 1 km de route. Donc il faut aussi renforcer ça. Avant de passer à la deuxième partie de ce débat, une réaction sur les transports, Christian Allègre. Alors moi, je suis très favorable pour l'ouverture des petites lignes, éviter les grandes infrastructures routières. Et là, on a un exemple patent sur la Haute-Loire, au niveau de la 88, où on saccage des hectares de terrain qui est quand même des sources à protéger sur le plan de la biodiversité. À une époque où on veut protéger l'environnement et qui est une priorité absolue, il ne faut pas continuer à bétonner le territoire. Une courte réponse et on passe à la deuxième thématique, Monsieur Villiers. Je suis pour ce contournement, simplement, Monsieur Allègre, elle n'est pas sur notre circonscription, cette déviation sur la 88. Oui, mais vous y sur, avez le bien train, participé. sur le train, avant de parler d'ouverture, il faut maintenir les deux lignes que l'on a sur notre Haute-Loire et circonscription, Brioude-Le Puy, et une ligne qui m'est chère, là où la route ne passe pas, c'est la ligne des Cévennes. Il faut savoir, Monsieur Allègre, que la région a mis 50 millions d'euros il y a 2 ans sur ces lignes. L'État, qui a la compétence, n'a pas mis un centime. Sinon, aujourd'hui, la ligne des Cévennes et le Cévenol, qui est historique, qui est culturel, serait définitivement fermée. Il y a eu un oubli et un abandon total du gouvernement sur les petites lignes ferroviaires, notamment en Haute-Loire. Allez, on arrive à la deuxième partie de cette émission. Elle va être consacrée au pouvoir d'achat, un thème qui ne concerne pas spécialement la deuxième circonscription de la Haute-Loire. C'est une problématique nationale, mais dans votre circonscription tout de même, il y a une ville qui se démarque, c'est Brioude. 19% de sa population vit sous le seuil de pauvreté contre 14,6% au niveau national. Une réaction à Azelma Sigo, je vous vois... C'est exactement le chiffre que je voulais dire, parce que pour moi, c'est quand même affligeant. On est donc bien au-dessus de la moyenne nationale. Donc ça montre qu'il y a vraiment une demande en termes de pouvoir d'achat. Ça devrait être au cœur de notre campagne. Ça l'est pour nous à la NUP. Donc nous, on a différentes mesures à ce sujet. On veut tout d'abord faire remonter le SMIC à 1 500 €. Récemment, on était à 1 400 dans notre programme. On l'a monté parce qu'il y a l'inflation qui est arrivée entre-temps. C'est aussi revaloriser toutes les retraites, y compris les retraites des agriculteurs qui en pâtissent énormément.
C'est aussi une garantie d'autonomie de 1 063 €, c'est-à-dire que personne ne pourra avoir une pension en dessous. Les jeunes aussi, on va leur proposer une garantie d'autonomie. Tout ça, ce n'est pas de l'assistanat, c'est simplement pour encourager les gens, au contraire, à aller travailler et renforcer aussi l'économie locale et faire en sorte que les gens puissent vivre dignement. Avec 1 500 €, on peut enfin manger, s'habiller, se loger. On va aussi isoler des logements. Bref, tout ça, ça joue sur le pouvoir d'achat. Et encore une fois, les retraites à 60 €, 60 €, pardon, 60 ans, bien sûr, 60 ans, possibilité de partir à 60 ans. On pourra partir plus tard si on le veut. C'est pas 60 € du tout, c'est au moins 1 063 €. Et pour une retraite complète, c'est 1 500 €. Et ça va changer la vie des gens, et en particulier à Brioude. Thierry Pérez, qu'est-ce que vous pensez des propositions d'Azel Massigo ? Écoutez, certaines propositions vont dans le bon sens. En tout cas, nous, notre philosophie par rapport à ce problème de pouvoir d'achat, c'est effectivement de rendre l'argent aux Français. Vous savez que le Rassemblement national, par la voix de Marine Le Pen pendant la présidentielle, a beaucoup insisté là-dessus. Et c'est une vraie réalité et c'est un véritable besoin. Que ce soit le gouvernement sous M. Macron ou les précédents, finalement, ils ont réussi à réinventer la théorie du ruissellement, mais de bas en haut. Alors qu'au départ, elle était conçue pour aller de haut en bas. Donc, effectivement, aujourd'hui, de plus en plus de gens vivent dans la précarité. De plus en plus de gens consolident des fortunes considérables. Ces inégalités augmentent à vitesse grand V. Je trouve que ça s'est accéléré ces dernières années. Alors effectivement, nous, on est favorable à la hausse des salaires, à la hausse du SMIC, à la hausse de salaire de 10% jusqu'à 3 fois le SMIC sans charge patronale et salariale ajoutée. Nous sommes pour l'augmentation des minimums retraites. Et puis réfléchissons une bonne fois pour toutes sur la TVA sur l'énergie. Aujourd'hui, le prix de l'essence devient stratosphérique. Ça devient extrêmement coûteux pour tout le monde de se déplacer, et notamment pour les personnes les plus modestes. Alors, les 15 centimes ou les 18 centimes inventés par messieurs Castex et Macron, personne n'y comprend rien. Quand on fait son plein, on ne sait pas si c'est déjà déduit, si ça ne l'est pas. On voit le chiffre, on voit le prix du litre, mais les 15 centimes, les 18 centimes, on ne sait pas où ils passent, on ne sait pas où ils partent, on ne sait pas si on les économise ou pas, on ne sait pas qui paye. C'est un système qui est complètement inique. Une TVA à 5,5, ce sera clair pour tout le monde. Et on baisse le prix de l'énergie parce que l'énergie n'est pas un luxe, que ce soit l'essence, l'électricité, le gaz. Il faut que les gens puissent se déplacer, se chauffer, se nourrir. Allez, je vous vois réagir, Jean-Pierre Voilà. 3 Vigier. points. Oui, pour augmenter les bas salaires. C'est indispensable. Un point très important, oui, et absolument pour augmenter les petites retraites. Aujourd'hui, c'est inacceptable, inadmissible vous ne le faisiez que pas des gens qui ont travaillé toute leur vie, C'est qui ont travaillé, hallucinant artisans, d'entendre ça. commerçants, Ça date pas d'aujourd'hui. professionnels, à Thierry salariés Pérez sur son et interpellation. surtout fonction publique. Je dirais, fonction publique, on regarde devant et c'est maintenant qu'on a des propositions à faire pour augmenter les retraites. Et Et surtout- sur la loi pour, et surtout pour pour- revaloriser les retraites Et des surtout- agriculteurs. Non, Vous êtes abstenu. non, Je l'ai j'ai vu dans travaillé le avec compte André rendu. Chassaigne et nous avons voté cette loi de telle l'Assemblée, sorte vous êtes à ce qu'on abstenu. puisse augmenter les retraites des artisans, des commerçants, des retraités. Non, je ne me suis pas abstenu, j'ai C'est voté écrit, hein, pour. dans le compte rendu. Et surtout, on oublie une chose, c'est les salariés, les petits salaires des privés et du public. Parce qu'il faut savoir que dans la fonction publique, avec l'indice du point, Le point simplement, n'a pas bougé. on Le ne point serait ne bouge pas. en dessous le SMIC. Et heureusement qu'il y a des primes pour pouvoir être au-dessus. Le dernier point, nous sommes en milieu rural, nous sommes en zone de revitalisation rurale. J'ai une proposition très simple à faire. Vous savez que sur 1 litre de carburant que l'on paye 2 €, il y a 60% de taxes, 1,20 € de taxes. Ce que je propose, Donc, en ZRR, zone de revitalisation rurale, notre circonscription, que l'État divise par 2 les taxes et qu'on récupère 60 centimes par litre. Et les ZRR, c'est officiel. C'est impossible, mais c'est impossible, monsieur Vigier. C'est 14 000 impossible. communes qui sont connues au niveau national. Comment les Il y a vous déjà des contrôlez exonérations qui sont où les faites gens font le plein pour les artisans. C'est très simple. Mais non. Vous prenez Impossible. là où la personne habite, en ZRR, il y a un État qui est établi et on permet de rendre aux personnes qui habitent, on prend notre voiture pour aller travailler, on prend notre voiture pour amener les enfants à l'école, pour faire les courses, on prend tout le temps notre voiture. Et dernier point, c'est totalement différent en ville. Ils ont les transports en commun, ils ont le bus, le métro, le RER, et en plus, et c'est normal, les employeurs prennent en charge
la carte de transport. Enfin, vous Christian m'expliquerez Allègre, quand je vais même d'abord comment vous vous laisser ferez... réagir par rapport Pardon, à ce que juste les autres candidats ont dit Je par tiens rapport quand à même à votre parti. réagir, Et parce ensuite que exprimer les vos transferts positions. sociaux sont extrêmement importants. Jamais ils ont été aussi importants. Cette période de Covid, pendant 2 ans, c'est grâce aux aides de l'État qu'on a pu maintenir cet équilibre et qu'on a pu maintenir à minima le pouvoir d'achat. Dans les projets de loi que je voterai, si je suis élu prochainement, eh bien, c'est les minima des retraites à 1 100 €, c'est la prime Macron, c'est la suppression de la taxe d'habitation, de la taxe télévisuelle. Donc, il y a quand même des projets qui sont en cours et qui sont absolument exceptionnels. Je voudrais ajouter un petit point. Je voudrais ajouter un petit point. Vous aviez déjà 5 ans pour faire tout ça. Et puis je vais faire un petit tour de table pour que vous puissiez réagir, s'il La vous plaît. taxe Monsieur d'habitation Allègre, a terminez, supprimé s'il vous plaît. l'autonomie financière des communes. Personne ne Monsieur Allègre demanderait a la beaucoup de suppression. retard. Permettez-moi que je m'exprime. Ce sera récupéré autrement, de toute façon. La région, Dans la poche. qu'on glorifie sans arrêt, moi, je suis très surpris. Tous ces panneaux de propagande publicitaire jusqu'au fronton des mairies, eh bien, cet argent qui est gaspillé au niveau d'une région qui est colossale, eh bien, elle pourrait servir notamment à Brioude pour aider le pouvoir d'achat. Ça, c'est pas faux. Simple, je peux répondre parce que c'est une attaque. Alors, on est sur des législatives, on parle de la région. De la région. C'est bien. Ben, Juste un sujet. Elle est omniprésente sur la deuxième circonscription et dans la Haute-Loire. Il y a des panneaux, c'est qu'il y a eu des aides auprès des collectivités. Et avant, il n'y avait pas de panneaux parce qu'il n'y avait pas d'aide sur le territoire. On va revenir sur le pouvoir d'achat. Vous avez une réponse à apporter à M. Il y a Allègre? toujours eu des aides. Non. Et tous ceux qui amènent de l'argent et l'État, notamment, ne mettent pas des panneaux à tous les coins de rue. Avant, la région ne donnait On va aucune aide au revenir sur le territoire. pouvoir c'est d'achat tout. parce que c'est ce qui intéresse les Français. Hein. C'est la thématique principale concernant ces élections. Est-ce que vous avez une réponse à apporter à M. Allègre? Moi, Dans ce qu'il vient de dire. la réponse, c'est simple, c'est augmenter, je voulais préciser, augmenter les bas salaires, ça c'est indispensable, les retraites, et puis sur les retraites, il y a vraiment un point. Quand on a des petites retraites, on voit bien que quand les personnes âgées vont en maison de retraite, ils ne peuvent pas prendre en charge le coût. Je crois qu'il y a un sujet où on doit réduire et mettre des subventions sur le coût de construction d'une maison de retraite, parce qu'aujourd'hui, c'est la personne âgée, à travers le loyer qu'elle paye, qui paye en totalité l'investissement et la construction de maisons de retraite. On met bien des subventions sur les gymnases, sur les tennis, sur les terrains de foot. C'est bien, il faut le faire. Mais aujourd'hui, sur une maison de retraite publique, il y a très peu de subventions. Pourquoi ne pas mettre, s'il vous plaît, pourquoi sur une construction d'une maison de retraite qui coûte 8 millions d'euros, pourquoi ne pas mettre 50% de subventions? Et la prise en charge dans le prix de journée payé par les personnes âgées ne sera plus de 8 millions d'euros, mais sur les 4 millions d'euros. Je vous laisse réagir. Oui, monsieur Vigier, sur le vieillissement, sur l'autonomie, sur la perte d'indépendance, là aussi, vous faites preuve quand même d'une vraie mauvaise foi. Ça fait 25 ans maintenant que, compte tenu de la démographie et de l'évolution démographique en France, ça fait 25 ans qu'on se rend compte que depuis le début des années 2000, on a effectivement de plus en plus de personnes en situation de dépendance pour qui il va falloir à un moment donné trouver une solution. Or, ce n'est pas aujourd'hui pour demain. C'était déjà il y a 25 ans qu'il fallait le faire pour aujourd'hui. Mais aujourd'hui, tout ce qu'on va faire, ça profitera dans les 25 ans. Là-dessus, aucune politique, aucune vision de la part des gens qui ont gouverné de votre famille. Idem côté de M. Macron. Alors, on parle de subventions, mais il faut imaginer un système durable. On ne va pas perfuser des maisons de retraite, des EHPAD, thématique, comme ça, ad vitam aeternam. Il faut un système pérenne. Oui, je tenais à dire quand même que M. Allègre fait partie du groupe d'Emmanuel Macron, qui est quand même au pouvoir depuis 5 ans, et qui a rien fait pour le pouvoir d'achat. Au contraire, la prime Macron, évidemment. Pendant la qu'il n'a période rien de fait. Covid et à l'heure actuelle, Non, ce qui se passe. Excusez-moi, la prime Macron, par exemple, c'est au bon vouloir des entreprises. Avec la casse du Code du travail, personne ne peut compter sur cette prime. Ce qu'il faut, c'est renforcer le pouvoir d'achat dans le fond, c'est-à-dire faire inscrire des lois pour permettre de façon pérenne d'augmenter le pouvoir d'achat des gens. Il Vous faut parlez tenir compte de la l'économie. redevance télé. Bon, déjà, la taxe d'habitation, c'est déjà fait. Il faut suivre un petit peu le programme. La redevance télé, ça permet aussi de financer les services publics audiovisuels. Donc, encore une fois, les taxes, c'est pas pour moi. Je suis pour les impôts. Mais c'est de Mais je l'argent suis en moins. pour de l'impôt qui sert au bien commun et au bien public, et non pas au privé. Une réponse rapide, M. Allègre. Moi, je tiens à insister qu'on critique beaucoup M. Macron, et je dis à tort, parce que c'est quelqu'un qui a fait un travail absolument exceptionnel jusqu'à présent,
qui a fait face à des situations hors normes. Il a même eu besoin de McKinsey et pour à l'heure actuelle, réfléchir. il continue, et qu'il faut tenir compte de l'économie. On ne peut pas jeter de l'argent à tort, à travers, et donner, et ruisseler, tout ce que vous entendez. L'économie, il y a des contraintes. Et moi, je pense que tout est mis en œuvre pour une meilleure normalité, pour servir l'intérêt général. Il n'y a jamais eu autant de mobilisation sociale que sous Macron. Donc, allez, je vois que c'est une thématique qui vous interpelle tous. Malheureusement, on arrive à la fin de cette émission. Il va falloir qu'on vous laisse du temps pour pouvoir vous exprimer pour la dernière question. 10 secondes. Et peut-être que ce débat pourra continuer en coulisses, si vous le permettez, Jean-Pierre Vigier, parce que nous arrivons à la fin de ce débat. Et je vais prendre le temps donc de vous poser cette dernière question qui est traditionnelle, elle est importante. Vous avez 30 secondes chacun pour expliquer aux téléspectateurs pourquoi il faut voter pour vous. Alors nous avons effectué un tirage au sort pour connaître l'ordre des interventions et c'est Thierry Pérez qui commence. Allez-y. Alors pourquoi moi ? Parce que je suis un pragmatique attaché au bien-être, au bien-vivre de nos concitoyens. Parce qu'il est temps de faire autrement de la politique. Vous représentez une vieille politique qui a échoué et qui continuera à échouer sans une opposition forte à l'Assemblée nationale. Et cette opposition, elle sera incarnée par le Rassemblement national. Jean-Pierre Vigier. Simplement parce que je suis né, j'habite et je suis ancré sur ce territoire. Depuis 2012, je parcours cette circonscription. J'en connais chaque centimètre carré. Je connais les problématiques. Je connais les enjeux. Nous travaillons en équipe, que ce soit avec la région, que ce soit avec le département, que ce soit avec toutes les forces vives. Et on voit bien que ce territoire bouge, ce territoire avance, les projets avancent. Et tout simplement, le 12 et 19 juin, continuons ensemble. Azel Massigo. Oui, nous sommes le seul mouvement à vouloir véritablement une majorité à l'Assemblée, ce qui n'est pas le cas, par exemple, du RN. Donc nous sommes une force de proposition et de changement radical de société dans son ensemble. Nous voulons gouverner en partant des besoins de la population et non au service du marché. Nous voulons rompre avec ce vieux monde et une fois élus, nous continuerons à aller au contact de la population, à faire des consultations citoyennes et à rendre des comptes auprès de nos électeurs pour qu'ils puissent nous juger sur notre mandat. Merci. Et enfin, Christian Allègre pour les 30 secondes pour convaincre, j'ai envie de dire. Eh bien, je vais essayer. Donc, moi, je suis contre un système et une atteinte à la démocratie, à la légalité, au bien commun et aux habitants. Je suis profondément humaniste pour l'Europe. J'y tiens beaucoup, surtout en cette période, et pour la République. Donc, mon but, c'est un projet d'ouverture, d'indépendance et de progrès. Merci à tous les quatre. Je rappelle que dans cette circonscription, vous êtes 11 candidats au total. Alors, il y a également Philippe Cochet, écologiste, Clément Lafont, régionaliste, Clémence Daubignan de Reconquête, Jean-Philippe Clément, écologiste, Théophile Chloé, parti du convivialisme social, Corinne Barbier, sans étiquette, et Antoine Brebion, lutte ouvrière. Je vous rappelle les dates de vote, les 12 et 19 juin. Ne bougez pas tout de suite vos infos régionales. Prochain débat ce soir à 23h15. Vous entendrez les candidats de la première circonscription de Haute-Loire et de la deuxième circonscription du Cantal. Débat présenté, vous le connaissez, par Fabien Gandillon. Très bonne soirée sur France 3. À très vite.